Voilà, bonjour à tous. Sidonie vous a à peu près tout dit. En tout cas, on est très très heureux de vous retrouver sur France.tv et sur la chaîne YouTube de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sidonie, c'est toi qui va recueillir, cueillir les questions de nos internautes et qui les posera à Martine Vassal. Martine Vassal, bonjour. Merci à vous d'être notre première invitée. Avec ce format, Sidonie l'a dit, un petit peu particulier. Ouais, c'est sympa, ça change. Ouais, c'est sympa. Absolument. Merci en tout cas Thierry Bézère, merci Sidonie. Donc ça dure 1 heure. Et bonjour à tous et à toutes qui êtes sur TikTok en ce moment. Donc ça va durer 1 heure et évidemment plein de questions à vous poser. Dois-je rappeler que vous êtes présidente du département des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence et que vous êtes candidate évidemment aux élections municipales qui auront lieu le 15 et 22 mars prochain. Vous êtes déclarée candidate assez rapidement, oui, juste après Franck Alizio, c'était le 13 septembre dernier. C'est pas trop tôt? En tout cas, c'était pour moi, je pense que c'était un peu tôt, vous avez raison. Qu'est-ce qui vous a poussé alors à vous déclarer ce soir-là? Ce soir-là, parce que, en réalité, c'est les jeunes. Ces générations Marseille, ces jeunes actifs, vous savez, qui se sont regroupés et qui ont voulu apporter avec eux tout leur fougue, leur savoir-faire, leur détermination pour pouvoir faire de Marseille la ville de leur rêve. Donc leur engouement m'a fait me déclarer effectivement. Mais après, bon, ça a été quand même une réflexion parce qu'il a fallu savoir d'abord quel était le mode de scrutin. Donc ça c'était un peu compliqué, on pourra peut-être en parler parce Absolument, que c'est pas évident, modification de la loi PLM. Ça change. Et puis aussi savoir pourquoi. Quel est le projet, ce qu'on peut faire pour que véritablement cette ville soit celle dont on rêve. Et très souvent, on me dit, mais pourquoi tu as voulu te présenter à la ville de Marseille ? Ma première réponse et ma réponse naturelle, c'est parce que j'aime ma ville, j'aime Marseille. Et d'où le slogan d'ailleurs, Marseille, je t'aime. Alors c'est la deuxième fois que vous êtes candidate, ça ne s'est pas bien passé en 2020. Non. Bon, ça a été compliqué, on a senti que vous avez eu besoin d'un certain laps de temps pour récupérer, ça a été douloureux. Gonflé d'y retourner 6 ans après, parce que on revient sur les sondages, là, le résultat ça est incertain. De toute façon, quand on se présente à une élection, le résultat est toujours incertain. Ce qui est sûr, c'est que... C'est quoi qui a changé entre 2020 et 2026 ? Ce qui est sûr, c'est que si on ne voit pas une élection, on ne va pas la gagner. Absolument, ça, c'est clair. Comme le jeu, ça. Pareil, on est sûr de gagner que si on joue. Si on joue, c'est exactement la même chose. En 2020, on était désunis et on n'a pas gagné. C'est vrai que ça a été très douloureux, ça a été très violent. Il a fallu un moment et puis après, il a fallu reconstruire. Et j'ai souhaité le faire parce que moi je suis quelqu'un plutôt d'optimiste et je ne voulais pas rester sur un échec. Et ce que j'ai voulu faire, c'est par exemple le premier avec qui j'ai tendu la main, c'était Bruno Gilles. On s'est mis autour d'une table, on a discuté et on a mis les choses à plat. Et puis après, on a construit les choses avec d'autres. Et puis là, le groupe s'agrandit de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on était étonnés, quelques-uns, quand on a regardé la photo qui a été prise, enfin il y en a eu beaucoup, mais la photo de toute votre équipe potentielle le 13 septembre dernier. Il y avait Bruno Gilles, il y avait Berland, enfin c'est deux personnalités qui ont participé à votre défaite quand même en 2020. Il faut savoir pardonner quand on fait de la politique. Je crois qu'il faut savoir pardonner dans la vie tout court. Parce que c'est une philosophe, c'est Hannah Arendt qui disait ça. Le pardon libère d'un passé figé pour aller vers le renouveau. C'est rigolo que vous citiez Hannah Arendt parce que c'est une phrase que j'ai notée. Et voilà, c'est exactement ça. Alors d'abord parce que c'est dans ma culture, d'abord parce que la vie elle est beaucoup trop courte et qu'il faut impérativement prendre du bon temps dans la vie. Il faut apporter bien sûr sa pierre à l'édifice, mais il faut surtout aussi répondre aux préoccupations de nos concitoyens. Et c'est ce que l'on fait quand on fait de la politique. Donc effectivement, après, on a vidé nos sacs respectifs et puis après on a décidé de repartir tous ensemble pour cette ville qui est fantastique, qui a des atouts fantastiques, qui a des atouts merveilleux,
qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas, eh bien, c'est avec toute cette équipe, on va allier à la fois l'expérience et aussi le renouveau. Et je crois que c'est ce qui est important dans la vie, c'est aussi de pouvoir être ensemble pour cette ville que l'on aime et surtout pour répondre aux préoccupations des Marseillaises et des Marseillais. Sidonie, tu as une question? Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais dans les commentaires qu'on a sur ce live, il y a beaucoup de personnes parlent de la jeunesse marseillaise. Vous pensez être la représentante aussi de la jeunesse marseillaise? Alors c'est gentil de me dire que je suis jeune, parce que c'est vrai que même quand on avance dans l'âge, on pense qu'on est toujours jeune, hein, donc c'est vrai. Et écoutez, en tout cas, moi je leur tends la main, parce que ce qu'on fait, c'est que quand on s'engage, moi quand je me suis engagée en politique, c'était parce que je voulais vraiment voir si les politiques réfléchissaient aux conséquences de leurs décisions. Et puis aujourd'hui, ce qui me motive, c'est de pouvoir laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, une ville encore plus belle que ce que j'ai pu avoir moi quand j'étais jeune. Donc oui, effectivement, la jeunesse, c'est notre avenir. Et ce qu'on fait, et d'ailleurs on a fait un forum cette semaine avec des jeunes qui sont venus, qui nous ont fait des propositions. Et puis, on a pris des propositions. Par exemple, la gratuité pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc, on va faire une extension jusqu'à 26 ans. Et puis aussi pouvoir aider les étudiants dans leur vie de tous les jours. C'est compliqué pour un étudiant parce que très souvent, il n'a pas un toit à se mettre sur la tête. Il a des difficultés pour se faire soigner, donc préempter des logements pour le mettre à disposition. Un toit également, ça c'est important. Et puis après aussi pour se faire soigner, donc créer une maison médicale supplémentaire. Et puis aussi la sécurité pour les jeunes. Et puis il y a quelque chose qui me... Dans le programme, je comptais venir. Oh, mais c'est pas très grave. Mais bon, allez-y. Répond à la jeunesse. Mais c'est pas grave, on va y répondre. On a 1 heure, donc on a largement le temps. Et puis aussi, il y a quelque chose qui m'impressionnait. Beaucoup d'enfants de mes amis qui sont à l'université, qui sont sur la Canebière, me disent, mais moi le soir, je finis trop tard, je peux pas aller à la bibliothèque. Donc il faut que la bibliothèque soit ouverte au moins jusqu'à 21h. Donc c'est ça, c'est écouter la jeunesse. C'est écouter, entendre, leur proposer et être avec eux, et ils seront nombreux sur mes listes. Oui, on l'a vu au niveau des représentants par anciennement de secteur, hein, parce qu'il ne faut pas... Alors effectivement, vous l'avez évoqué, là, il y a une modification de la loi PLM. Enfin, il y aura quand même des maires de secteur qui seront élus. Hein. Il y a 303, je crois, conseillers d'arrondissement. Hein, il y en a en tout 303 non, de 222 en vérité et 111 élus municipaux. Donc ça fait 333, 30 de plus que la dernière fois. Voilà, c'est ça. J'avais oublié de faire la somme des deux. Je reviens juste sur la photo. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez intriguant et on se demande comment vous allez gérer l'affaire là. C'est que sur la photo, quelle photo il y a Sabrina Agresti-Roubache d'un côté, puis de l'autre côté, il y a Valérie Boyer. C'est-à-dire qu'on part du Renaissance, hein, proche d'Emmanuel Macron, plutôt issu du centre plutôt, qui bascule plutôt à gauche, et puis Valérie Boyer qui représente l'aile dure malgré tout des LR. Comment ça peut fonctionner? Parce que, très honnêtement, on a quand même l'impression qu'elles n'ont pas grand-chose en commun et surtout pas grand-chose à se dire. Mais elles ont beaucoup de choses en commun et elles ont l'essentiel en commun, l'amour de Marseille. Et on a plus, en vérité, de choses en commun et on a mis chacun nos différences de côté pour l'objectif. Et l'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Marseillaises et des Marseillais aujourd'hui dans la 2e ville de France où il y a des problèmes, on les entend, la sécurité, la mobilité, la propreté, l'économie, le logement. Donc c'est vraiment des préoccupations de tous les jours et l'élu local doit répondre à ces problématiques-là en priorité. Sidonie ? Alors, c'est les jeunes, mais encore plus jeunes, parce qu'il y a une question qui est venue sur les crèches. Oui. Compétence commune. Voilà, mais c'est pas une question, c'est doublement des crèches. Voilà. Oui. Et donc, oui, triple oui, quadruple oui, parce que effectivement la crèche. Alors moi, au département, c'est un agrément qui est donné par le conseil départemental, et ensuite effectivement, ce sont des autorisations aussi municipales. Eh bien, oui, il faut doubler le nombre de crèches parce que à la fois il faut permettre aux mamans. On a beaucoup de mamans qui sont en situation monoparentale, donc il faut permettre aussi à ces mamans
eh bien, de pouvoir, pour aller chercher du travail, laisser leur enfant à la crèche, et puis pour les jeunes actifs aussi. Donc c'est un vrai besoin, une vraie demande. Et donc on est arrivé à doubler sur le département, hormis Marseille, en 10 ans, le nombre de places en crèche. Eh bien, j'espère qu'on pourra faire la même chose pour la deuxième ville de France. Et pour les logements étudiants, juste c'est quoi? C'est libérer des logements pour pouvoir... Il existe des logements vacants, on entend beaucoup parler de ces logements vacants, donc c'est de les récupérer. On a créé ce qu'on a appelé une SPLAIN sur le centre-ville de Marseille. Eh bien, c'est donner aux étudiants la possibilité d'avoir des logements. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que le fait bien d'avoir arrêté les permis de construire, ça c'est la municipalité précédente, ça a fait une cassure complète. Et aujourd'hui, malheureusement, le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté parce qu'il y a une carence. Et aujourd'hui, quand vous êtes jeune, que vous vous lancez dans la vie, si vous n'avez pas papa-maman qui vous aide pour pouvoir, ou un oncle ou une tante qui vous aide pour pouvoir payer le loyer, vous ne vous en sortez pas. Donc ça, il faut arriver à changer des choses. On parlait du sondage, du dernier sondage. Oui, il y en a eu 3 ou 4 entre la fin 2025 et aujourd'hui. Le dernier, c'est un sondage qui a été commandé par nos excellents confrères de la Marseillaise. Bon, vous êtes un peu distancé quand même. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris, et Benoît Payan et Franck Alizio, qui ont l'air de se concentrer plus vers un duel entre tous les deux plutôt qu'un trio. Vous êtes alors les deux là, Benoît Payan et Franck Alizio sont à 30%, vous êtes à 23% et Sébastien Delogu est à 14%. Quelle est votre interprétation par rapport à ces chiffres qui sont pas très bons? Alors, Thierry, vous avez l'habitude des sondages, vous aussi. Vous êtes un fin analyste politique depuis de nombreuses années. Vous savez très bien que ce n'est pas un sondage à un moment T. C'est une moyenne qu'il faut regarder, et effectivement, dans cette moyenne, eh bien, des fois, c'est Benoît Payan qui arrive, des fois, c'est moi, des fois, c'est Franck Alizio. Donc, je pense qu'il y a une moyenne. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 blocs. 3 blocs qui sont d'un côté la gauche radicale, de l'autre côté la droite extrême, et au milieu, ce bloc que je représente et qui a pu, comme vous le disiez très justement tout à l'heure, partir de ce qu'on appelle les écologistes raisonnables jusqu'à la droite affirmée. Et donc ce bloc-là, eh bien, lui répond aux préoccupations. Sur le premier bloc, qui est la gauche radicale, c'est Benoît Payan qui le caractérise. On est dans le déni complet de ce qui s'est passé pendant ces 6 années. Et de l'autre côté, sur la droite extrême, alors là, on est carrément dans l'excès, où il faut tout casser, il faut tout fracturé. Donc je pense que là, vraiment, on est sur un moment qui est un moment essentiel en 2026 et qui est un virage important qu'il ne faut pas louper, et surtout répondre à chacun et à chacune. Donc les sondages, vous savez, la dernière fois, rappelez-vous, en 2020, j'étais largement donné en avance. J'ai pas gagné, donc peut-être que là, ça va être l'inverse. Vous venez de critiquer très fortement le Rassemblement national, et Benoît Payan d'ailleurs, mais enfin ça c'est le jeu de toutes les campagnes électorales, de la même façon que vous critiquez assez durement. Enfin, vous avez eu cette phrase avec le RN, quand on parle sécurité et immigration, ce sont des valeurs dans lesquelles on se retrouve. Mais finalement, c'est quoi la différence entre eux et vous? Parce que si vous vous retrouvez sur la sécurité et l'immigration, c'est quoi vos désaccords? Ils sont économiques, ils sont sociaux? Il y a une chose qu'il ne faut jamais confondre. Parce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y ait de gros écarts au niveau de l'économie et au niveau du social entre le RN, effectivement. Donc si vous êtes OK sur l'immigration et la sécurité avec eux, vous êtes d'accord sur tout? Je pense qu'il y a une chose fondamentale, mon cher Thierry, qu'il ne faut pas confondre, c'est les valeurs et les préoccupations. Aujourd'hui, oui, effectivement, il y a un problème de sécurité. Oui, il y a un problème d'immigration. Quand on a sur le centre-ville 70% des actes de délinquance qui sont faits par une immigration illégale, eh bien, c'est un vrai problème. Mais par contre, derrière, il faut aussi travailler sur le volet économique. Et ce volet économique, c'est bien entendu attirer des entreprises, les faire venir. Pour moi, les entreprises qui gagnent de l'argent... Ah non, pas du tout. Non. Vous devriez regarder le programme de Marine Le Pen sur l'économie. On n'est absolument pas régulièrement par les instances supérieures du MEDEF. On sent qu'il est pro-business. Chez un de vos confrères, Monsieur Alizio a donné son programme économique. Tous les points, c'est déjà ce qui est déjà fait par la métropole et par la région. Donc, vous savez, là-dessus, je pense qu'on a vraiment une grosse différence. Ce qui est important, c'est de répondre aux préoccupations. On n'est pas, Thierry, je crois que c'est important de le dire aussi, sur un scrutin national. Moi, je comprends les Français et les Françaises qui, aujourd'hui, ont peur.
se sentent pas bien, se demandent s'il va pas y avoir la guerre qui va nous arriver dessus, se demandent comment ils vont finir leur fin de mois, se demandent comment ils vont se loger. Eh bien, si on n'arrive pas à répondre à ces questions, qui sont des questions de la vie de tous les jours, eh bien, automatiquement, les personnes, elles vont voter sur les extrêmes. Et donc, c'est là où on a un rôle fondamental. Et ce rôle fondamental, eh bien, c'est justement de répondre à ces préoccupations. Et effectivement, sur la sécurité, c'est tolérance zéro pour la sécurité, pour l'insécurité, surtout obtenir de la tranquillité publique. C'est ça qui est important aujourd'hui dans la vie. Mais je pense qu'on va revenir sur la thématique de la sécurité. On revient sur le chiffrage, parce que vous annoncez beaucoup de choses. Et bon, peut-être un peu l'impression que des fois, il faut raser gratis. Donc, évidemment, par exemple, sur la gratuité des transports pour les moins de 26 ans, on vous demandera comment vous financez tout ça, surtout sur fond de crise budgétaire. Mais quand vous dites chez Sud Radio, deuxième tour, une alliance avec le Rassemblement national, on verra. Alors, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais il y a quelque chose qui a vraiment changé le... Parce que c'était très ambigu ce que vous avez dit là. Bon, ça c'est vous qui l'interprétez de cette façon-là, donc il faut écouter la totalité de l'interview. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé depuis notamment la semaine dernière. Et c'est la déclaration de Benoît Payan. Il est candidat. Et il a affirmé de manière très nette qu'il ne fera pas d'accord avec la France insoumise. Donc moi je veux bien le croire. Donc ce qui veut dire qu'il y a un premier tour. Et donc au premier tour, il y aura 4 candidats. Et ces 4 candidats, moi je compte bien arriver la première au premier tour. Et donc ces 4 candidats vont se retrouver au deuxième tour. Donc je serai première également au deuxième tour. Vous savez, quand on va à une élection, Thierry, on n'y va pas pour la perdre. Moi j'y vais pour gagner. Bien sûr. Mais encore une fois, je sais que ça vous agace, mais vous n'êtes pas la seule. Non, je ne m'agace pas. Moi je réponds à vos questions. Ça agace tous les candidats quand on leur pose des questions sur leur position entre les deux tours. Ils disent attendez, on va laisser passer le premier et puis on verra ce qu'on fera au deuxième. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, là, droit dans les yeux, aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'alliance entre les deux tours avec le Rassemblement national, quelle que soit votre position? Il n'y a pas besoin d'alliance, puisque Benoît Payan, lui, ne fait pas d'alliance. Le Rassemblement national ne veut pas d'alliance. Personne ne veut d'alliance. Donc, à un moment, c'est facile de faire de la politique fiction, mais le résultat du premier tour sera celui du deuxième tour. Donc, nous mettons toutes nos forces pour arriver premier au premier tour. Vous savez, on se connaît depuis un moment. J'ai certainement... certaines qualités, j'ai beaucoup de défauts aussi, comme beaucoup de personnes, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne lâche rien, et quand je vais à une élection, c'est pour la gagner. C'est pas pour arriver deuxième, troisième ou quatrième. Sidonie. Il y avait une question, enfin, c'est pas une question, mais c'est quelle est votre position, j'anticipe peut-être sur la sécurité, sur la vidéoprotection, justement, et sur... On a plein de questions là-dessus, mais non, mais on peut anticiper, il n'y a pas de problème. Voilà, sur la sécurité, comment vous, maire de Marseille, vous allez apporter plus de sécurité? Pour moi, c'est la première des préoccupations des Marseillaises, des Marseillais. Et c'est la première des préoccupations. Moi, j'habite centre-ville, donc je suis confrontée tous les jours à ce climat d'insécurité qui existe. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, des faits, des chiffres qui ont été donnés par la préfecture de police, je ne les ai pas inventés. 70% des faits de délinquance sont faits par une immigration illégale sur le centre-ville. Donc, tout ça, ça nécessite d'avoir un travail très, très serré avec la police nationale, bien sûr, mais avec des moyens aussi. Malheureusement, la diffusion, enfin l'installation de la vidéo des caméras a été arrêtée par la municipalité précédente. Donc il n'y a pas de caméras sur Marseille. Oui, la municipalité précédente. Parce que ils sont en place quand même. C'est pas la municipalité. Comment vous l'appelez? Oui, non, la municipalité en place aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il y en a encore pour 2 mois. Oui, vous avez raison. On a l'impression que c'est terminé. Jusqu'au dernier jour, c'est un peu comme jusqu'au dernier jour, il est maire de Marseille. Il est encore maire de Marseille, non élu, mais maire de Marseille jusqu'au 22 mars, ça c'est sûr et certain. Mais donc, Benoît Payan, avec sa majorité municipale, c'est peut-être plus clair que ça, a décidé d'arrêter l'installation des caméras sur Marseille. Donc, ce qui fait que malheureusement, aujourd'hui, on a pris un retard considérable. Non, c'est plus de 22% par rapport à 2021 en termes de chiffres, la vidéosurveillance. C'est les chiffres officiels. 1900 caméras de surveillance. Alors, je ne sais pas si elles marchent toutes, mais il y a 1900 caméras de surveillance. Moi, ce que je vois, c'est qu'on peut se faire une bataille de chiffres sans aucun problème. On peut faire la course à l'échalote aussi
en disant moi je veux tant de policiers, moi j'en veux 2 fois plus, moi j'en veux 3 fois plus. Après, il y a la réalité des faits. Ce qui est sûr et certain, c'est que ici, à Marseille, dans la deuxième ville de France, moi je ne veux plus qu'on me dise, quand je croise des Marseillais et des Marseillaises, je ne descends plus en ville parce que je ne m'y sens pas bien. Je ne veux plus qu'on me dise, eh bien, je me suis encore fait arracher le sac en allant dans tel quartier. Mais voilà, donc les faits de délinquance, ils sont là. Je veux dire, c'est chacun le dit. Et quand j'entends certaines personnes qui me disent « moi je quitte Marseille parce que j'ai peur ou parce que je ne peux pas me loger », c'est des faits qui sont réels. Donc des Marseillais et des Marseillaises qui parlent. Donc après, on peut toujours faire la course à l'échalote sur les chiffres. Il y a la réalité, il y a aussi ce que font les autres communes. Prends l'exemple de Nice, de Cannes, vous avez Dunkerque, vous avez Orléans. Là, on met des policiers municipaux qui se voient, on fait de la police de proximité et puis on met les moyens modernes de la vidéoprotection. C'est pas moi qui avais fait, on s'entend, stop aux caméras en 2020. Donc ils ont tenu leurs engagements, ils ont arrêté d'installer des caméras et donc maintenant, depuis quelques mois, ils se rendent compte qu'effectivement c'est une vraie problématique. Ils ont eu une autorisation pour en installer 300, mais bon derrière après c'est pas suffisant. Donc il faut vraiment un choc d'autorité, Thierry. Il faut 80% par l'État dans le cadre du plan Marseille en grand. Le département. La métropole, le département, la région ont proposé de l'argent à Benoît Payan pour installer des caméras. Il n'a jamais pris cet argent. Donc, les chiffres, moi, ce que je fais, c'est un constat. Ouais. Ça ne va pas, il faut trouver des solutions. Les solutions, c'est quoi ? C'est effectivement mettre un nombre de policiers municipaux sur l'espace public. En calculant, il en faut 1500. 800 en 2026. Il en faut 1500. Il en faut 800, je ne sais pas où ils sont, parce qu'on ne les voit pas sur l'espace public, mais bon, admettons, tant mieux. Comme ça, il n'y aura plus qu'en rajouter que 700 pour arriver aux 1500 nécessaires et indispensables. Après, derrière, il faut également de la vidéoprotection. Ça, il faut des caméras de partout, comme on a fait dans les transports. D'ailleurs, on a mis 5500 caméras, on met 5500 dans tous les transports. Et puis, il faut aussi, il faut réinstaurer ce climat de confiance entre la police et la population, mettre la police de proximité dans tous les secteurs. De police, et surtout la police municipale. Vous savez, la police. Alors bon, et j'ai pas terminé. Sur le programme. Oui, il y a la BAC aussi municipale. Ce que j'ai appelé la BAC municipale, pourquoi ? Pour aller très vite sur des points d'incivilité et puis pour résoudre les problèmes à la base. Alors ça, vous savez que nos confrères de Mars Actu, excellents confrères de Mars Actu, ont dit que l'idée d'une BAC municipale, la loi l'interdisait. Oui, mais c'est le principe de la BAC municipale. C'est-à-dire que la BAC aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui sont sur le terrain 24 heures sur 24, qui se déplacent très vite, rapidement, qui sont au top. Et donc l'idée, c'est de faire rapidement des interventions pour régler des problèmes le plus vite possible. Une question de Oli par rapport à la sécurité et qui concerne aussi la jeunesse. Que proposez-vous pour la jeunesse des quartiers décimés par le narcotrafic ? Alors, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais pour ma ville, c'est qu'on ne stigmatise plus ni les personnes, ni savoir de quel quartier ils viennent, savoir de quelle communauté ils sont. Donc moi, j'aimerais vraiment que Marseille, ça fasse un tout, avec les spécificités de chacun des quartiers, puisqu'on a 111 noyaux villageois. Mais derrière, aujourd'hui, on a un vrai problème, on l'a dit, d'incivilité, mais il y a aussi un problème de narcotrafic qui va en augmentant. Alors chez nous, on a la French Connection depuis 1974. Les problématiques de drogue touchent tout le monde, toutes les familles, quelle que soit la famille, et ça massacre des familles. Pour les jeunes, c'est peut-être, ça leur semble de l'argent facile, mais ça les amène où ? Ça les amène à la mort. Et donc là-dessus, il faut vraiment qu'on travaille avec l'État, il faut qu'on fasse un plan national avec une application locale. Moi, j'ai demandé à ce que, vous savez, le fameux parquet national qui a été créé récemment et qui est rentré, le PNACO, qui est rentré en action le 1er janvier dernier, soit à Marseille. Alors, on nous a dit non, c'est pas possible, donc il a ouvert à Paris, mais il nous faut une antenne ici, parce que vous êtes dans la deuxième ville de France, vous êtes dans un port, vous êtes dans une plaque tournante, on a besoin d'avoir ici des personnes qui sont vraiment concentrées sur cette lutte contre les trafiquants de drogue, et aussi, bien sûr, il faut faire de l'éducation et de la prévention.
Il faut, vous savez, il faut aller à tous les niveaux, commencer dès le plus jeune âge. Un peu ce qui avait été fait à l'époque sur l'alcool, un peu ce qui a été fait sur ce type d'addiction qui est catastrophique. Et moi, j'aurais même voulu qu'on puisse dédier une année à la lutte contre les addictions. Parce que ce sont des personnes qui sont malheureusement, qui rentrent dans des trafics, qui goûtent à la drogue et c'est très difficile d'en sortir. Et donc c'est pour ça que c'est une cause nationale qu'il faut enclencher. Martine Vassal, il faut faire la distinction entre la police municipale et la police nationale. Là, ce que vous évoquez par rapport à la lutte contre le narcotrafic, ce sont des compétences régaliennes. Donc c'est l'État qui décide. Comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous allez procéder en tant que maire de Marseille sur une compétence qui vous échappe? Vous allez appeler Laurent Nunez, que vous connaissez bien, en lui disant il faut des bleus, plus de présence bleue dans les quartiers sensibles. C'est ça que vous allez faire? Il faut travailler ça, main dans la main. Promesses, vous savez, non, je ne fais pas de promesses. Je fais un constat. Le constat, c'est quoi? C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de narcotrafic, mais pas que à Marseille, dans la France entière. Il y a un problème de consommation de drogue qui commence dès le plus jeune âge. Vous avez des collégiens qui, le matin, se mettent à fumer avant de rentrer en cours. Ça massacre des générations entières. Donc, ce n'est pas simplement un problème de savoir qui fait quoi. Ce n'est pas simplement de dire « c'est pas moi, c'est l'autre ». C'est important que chacun, à son niveau, puisse apporter ses compétences et puisse faire de ça une lutte première. Et la police municipale, elle peut repérer aussi des dealers, puisqu'elle est sur l'espace public, grâce aussi à la vidéoprotection. Mais on peut aussi travailler main dans la main sur le blanchiment de l'argent, avec la création de commerces. Donc c'est vraiment un travail. On ne peut pas dire « c'est l'État, moi je ne m'en occupe pas ». Ça, ce n'est pas possible. Donc on est avec l'État. Et vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, si je me suis engagée en politique, le « c'est pas moi, c'est l'autre », c'est fuir ses responsabilités. On y reviendra sur la métropole. Donc, bien sûr. Et donc, ce qui est important, c'est travailler main dans la main, bien sûr dans le cadre de ses compétences, chacun à son niveau, mais surtout de ne rien lâcher, d'être déterminé. Et je pense que c'est vraiment un engagement de courage, un engagement de détermination, pour qu'on soit tous ensemble pour lutter contre ce fléau, qui est un fléau abominable, qui, comme je vous le disais, massacre des familles entières. Sidonie. On a entendu sur nos plateaux, très régulièrement, les acteurs de terrain, à savoir les éducateurs, qui disent qu'ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas assez nombreux. On a vu la disparition de la police de proximité. C'est vrai. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous proposez peut-être par rapport à ça, mettre plus d'humains sur le terrain pour essayer justement de peut-être, avant qu'ils tombent C'est fondamental. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a appelé des maisons de la réussite dans tous les quartiers. C'est quoi une maison de la réussite? Maison de la réussite, c'est un endroit où les jeunes peuvent venir, exposer leurs problèmes, et puis qu'on puisse leur tendre la main, les aider dans leurs orientations. Ça peut être aussi intergénérationnel, avec des personnes qui sont un peu plus expérimentées. Parce que vous savez, quand on a des enfants, on le sait, quand c'est les parents qui donnent les conseils, en général, ils ne les suivent pas. Mais quand c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui leur explique les choses, ça passe beaucoup mieux. Vous savez, moi je pense très fortement à toutes ces mamans. Je pense à Wassila Kessassi qui a vu 2 de ses enfants mourir à cause du narcotrafic. Quand vous êtes une maman et que vous mettez un enfant au monde, c'est pas pour le voir finir dans un caniveau. Et donc c'est pour ça qu'il faut aider ces associations. Il faut faire de la prévention. Il ne faut pas faire que de la répression. Il faut faire de l'éducation. Mais pour ça, il faut également donner de l'espoir à ces jeunes. Il faut leur donner un travail. Il faut les aider dans la formation. Donc c'est vraiment un travail commun sur leur dire il y a d'autres solutions que de faire le chouf en bas de la cité. Et que l'argent facile, c'est bien beau, mais que ça mène à la mort. Bon, je reviens sur l'augmentation des effectifs de la police municipale, 1500, hein, vous avez dit. Enfin, c'est en tout cas ce que c'est ce qu'on a évalué. Voilà. Quand on compare par exemple à d'autres communes. Dans le programme qui sera publié, je le rappelle, début février. Comment est-ce que vous payez tout ça sur fond de restrictions budgétaires, hein, 5 milliards d'euros d'économies demandées aux collectivités locales. C'est quoi? C'est la police municipale au lieu d'autres choses? Comment est-ce que vous financez ça? Vous savez, Thierry, j'ai l'expérience de 10 ans d'exécutif, que ce soit au département et que ce soit à la métropole.
Au département... Très endetté, le département. Pardon ? Le département qui est très endetté. Bien sûr, endetté pour faire de l'investissement, pour faire des écoles, pour faire des stades, pour faire des routes, pour faire de l'équipement. Donc l'argent, on le trouve. Après, c'est une question... Eh bien oui, quand vous voyez que la ville de Marseille veut acheter entre 30, ils ne savent pas trop, entre 30 et 50 millions le centre-bourse, je pense que c'est... Moi, je préfère... embaucher des policiers municipaux et laisser au privé le développement d'une zone commerciale. Donc, c'est l'expérience. Et c'est là où c'est important, c'est qu'il ne faut pas se tromper. On n'aura pas le temps d'attendre. C'est-à-dire que quand on est à la tête d'un exécutif, on peut trouver l'argent. Et on le trouve sans augmenter les impôts. Parce qu'aujourd'hui, ça suffit des augmentations d'impôts. On est beaucoup trop chargé. Vous avez des Marseillaises et des Marseillais qui sont obligés de partir de Marseille parce qu'ils n'arrivent plus à payer la taxe foncière, parce qu'ils n'arrivent plus à entretenir leurs habitations. Et donc là, oui, il y a des marges de manœuvre. Vous savez, quand vous avez une municipalité en exercice qui va bientôt terminer, qui a augmenté de 565 millions sa masse salariale, bon, je pense qu'on peut trouver vraiment des poches pour pouvoir financer ce qui est indispensable. Vous ne pouvez pas la réduire, la masse salariale qui a été augmentée. Donc il va falloir trouver des marges de manœuvre. Il y a beaucoup de contrats à durée déterminée. Vous allez revendre les Galeries Lafayette pour récupérer alors, pour l'instant, elles sont pas... Ouais, enfin, voilà, pour l'instant, elles ne sont pas encore achetées puisqu'on attend ça. Voilà. Mais ces 50 millions d'euros, moi, je préfère les mettre dans la police municipale plutôt que d'acheter des Galeries Lafayette ou d'autres. Et puis après... La Philharmonie, ça ne vous plaît pas Ah, j'adore. Mais je pense qu'après, il faut répondre justement aux vraies problématiques et aux vraies préoccupations des Marseillaises et des Marseillais. Et puis quand on voit, franchement, qu'on donne des sommes astronomiques sur des associations comme SOS Méditerranée, 350 000 euros, vous vous rendez compte, cette association, c'est des associations qui font venir, qui vont chercher des jeunes de l'autre côté de la Méditerranée, qui les font venir ici, en leur créant de l'espoir et en les laissant dans une précarité folle. Moi, écoutez, c'est 350 000 euros, je préfère les mettre aussi dans la police municipale. Bon, très bien. Et pareil pour la gratuité dans les transports, gratuité c'est compétence métropolitaine, mais il faut financer tout ça. On sait que là aussi, il y a un impact financier sur cette collectivité locale aussi. La métropole, c'est une jeune institution, elle s'est créée il n'y a pas tellement longtemps. On est arrivé à la mettre sur des bons rails. On a eu comme préoccupation principale de faire de la mobilité la priorité. C'est ce qu'on a fait. On a réalisé des BHNS, on va y revenir, des tramways, pas mal de choses. Donc ça dépend des priorités. Mais donc ce qui est important, c'est de continuer sur cette... Je vous rappelle qu'on a quand même, grâce à la bonne gestion de la métropole, on a pu faire la gratuité pour les plus de 65 ans et les moins de 11 ans. Et donc là, aujourd'hui, étendre... Pour tous, c'est pas possible. Tout, c'est beaucoup... Pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être qu'un jour, mais pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, vous avez entre 12 ans, on va dire, et 26 ans, on a évalué à 18 millions d'euros le surplus. Mais l'avantage qu'on va avoir, c'est qu'en créant, il faut quand même ne pas oublier qu'en créant de nouvelles lignes, en changeant les nouvelles rames, automatiquement, ça va augmenter la masse de ceux et celles qui l'utilisent. Donc, automatiquement, il va y avoir plus de chiffre d'affaires qui va rentrer. Donc, c'est là où on a fait les choses de manière progressive. Et aujourd'hui, la métropole se désendette. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut faire cet effort pour des jeunes qui se lancent dans la vie, qui n'ont pas de gros salaire, ou alors pour des étudiants qui sont en précarité. Et ça sera je pense que ça vaut la peine. Ressources, la gratuité ? Pas du tout. Ça sera pour tout le monde et sur tout le territoire. Sidonie ? C'est une compétence de la marine, mais le décrochage scolaire fait que aussi beaucoup de jeunes se retrouvent, ne vont plus en cours, sèchent les cours, ne vont pas à l'école, on parle des écoliers, et qui se retrouvent dans la rue et qui sont livrés à eux-mêmes. Comment faire pour éviter ça ? Justement, c'est un peu l'idée des maisons de la réussite, c'est d'essayer de ne pas laisser ce qu'on appelait les orphelins de 16h30, mais de pouvoir avoir des lieux pour pouvoir les accueillir, parce que c'est fondamental. On ne peut pas laisser des enfants dehors à partir de 16h30, et puis après, il faut avoir un suivi, il faut travailler dans chacune des écoles avec l'éducation nationale pour suivre ces enfants. L'école, on a la chance, dans notre pays, de pouvoir apprendre librement, gratuitement,
eh bien ça, c'est fabuleux. Et donc pour ça, il faut être aux côtés des parents. Et c'est dans le cadre de ces maisons de la réussite qu'on peut aussi Vous parlez de quoi, voir. De soutien scolaire, par exemple? Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il manque énormément de lieux et de bénévoles ou d'associations qui, justement, puissent apporter ce soutien scolaire que les parents ne peuvent pas ou n'ont pas le temps. N'ont pas le temps, des fois. Voilà. Comment, concrètement Concrètement, c'est de pouvoir développer le soutien scolaire après 16h30, pour aussi l'aide aux devoirs. On peut faire des partenariats avec les lycées, on peut faire beaucoup d'associations le font aussi. C'est-à-dire que des jeunes lycéens s'occupent de jeunes dans les écoles primaires. Donc, je veux dire, quand on a envie de véritablement faire réussir nos enfants, eh bien, on doit aider les parents pour qu'ils y arrivent aussi. Puisqu'on est dans la métropole, on va y rester l'espace d'un instant. Les gens ne sont peut-être pas au courant, mais ils vont voter les 15 et 22 à la fois pour élire leurs conseillers municipaux. C'est un suffrage universel indirect. C'est-à-dire qu'on vote pour ces conseillers municipaux et ces conseillers municipaux élus. Comme dans les 36 000 autres Absolument, communes. c'est partout le même mode de scrutin. Et en même temps... À Lyon, il y a une urne particulière pour la métropole. Oui, c'est ça. Elle est lyonnaise, Sidonie, donc elle connaît bien la ville de Lyon. Il va y avoir 3 urnes à Lyon. C'est ça. Déjà qu'à 2, c'est compliqué. À 3, bon courage pour les Lyonnais. Et puis, par un système de fléchage, les gens vont voter également pour leurs conseillers métropolitains. Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas moi, c'est l'autre. Alors, c'est pas tout à fait comme ça, Thierry, si je peux me permettre. Moi, je le formule comme ça. D'accord. C'est un peu parce qu'en vérité, les conseillers municipaux seront conseillers métropolitains. Oui. Dans la nouvelle formule. Il y en a juste une dizaine, je crois, qui ne le seront pas. Donc la majorité sera effectivement au conseil de la métropole. Il y aura 2 urnes. Et la même liste du 1er au 16e arrondissement, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est hyper simple, tout le monde a compris. C'est très simple. Mais on fera des tutos sur notre chaîne pour expliquer tout ça de façon très précise. On va tous faire des tutos, je crois. Voilà. Non, ce que je disais, c'est la question de la propreté. On parlait de sécurité, mais à Marseille, tout le monde parle que de ça. Et alors là, c'est un jeu de ping-pong entre Benoît Payan et vous. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas la ville, c'est la métropole. Il y a plein de questions, mais juste une question à Martine Vassal. Pour que les choses soient claires, vous vous occupez de quoi et lui s'occupe de quoi? Alors, parce que j'ai l'impression que vous vous occupez de tout, en réalité, et que si c'est ça, c'est donc un peu votre faute. C'est comme ça qu'on peut résumer de façon un peu lapidaire la situation? Vous résumez de manière très, 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 très lapidaire. La métropole, d'abord, c'est une jeune institution. Elle a été créée en 2016. Donc 2016, par rapport 10 ans, par rapport à Lyon, par rapport à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. Enfin, c'est une jeune institution qui s'est mise en place. Il y a eu la loi qu'on a appelée 3DS en 2022 qui a changé les choses et qui a donné la possibilité aux communes qui le souhaitaient de prendre la propreté et la voirie. Et pour moi, c'était indispensable et on s'est battu. Moi, je me suis battue avec le législateur pour que justement, dans la loi, la commune puisse prendre cette responsabilité qui est une responsabilité de tous les jours. Parce que qui mieux que le maire sait quelle rue il faut nettoyer, quel trou qu'il faut reboucher. Donc ça, c'est une évidence. Donc là, on est arrivé en 2022 à obtenir cela. Les communes qui l'ont récupéré, qui ont récupéré la propreté et la voirie, sont ravies aujourd'hui. Donc comment ça se passe aujourd'hui? La métropole s'occupe de la collecte sur les 92 communes. Et les communes qui le souhaitent s'occupent de la propreté et de la voirie. Benoît Payan... Il n'a pas voulu? Il en a voulu. Ouais. On lui a proposé. Il n'a plus voulu. Maintenant, il la reveut à nouveau. Maintenant, il la reveut. Donc bon, à un moment, je veux dire, moi, je veux bien, mais moi, ça ne me donne pas satisfaction aujourd'hui. Non, mais ça ne marche pas. Vous êtes consciente que ça ne marche pas quand même. Ça ne marche pas bien. Vous vous baladez régulièrement à Marseille. Oui, bien sûr, parce que j'habite centre-ville et je vois les choses. Et je balade dans les quartiers, je vois les choses. Il y a 2 concepts. Il y a un vieux concept qui existait il y a très longtemps, mais qui est toujours valable. Oui, il faut mieux nettoyer. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi moins salir. Donc c'est la faute des Marseillais en réalité. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il faut verbaliser en fait? Bien verbaliser. Et ça, c'est la mairie de Marseille. Alors, c'est la police municipale, compétence de la mairie de Marseille. Non, parce que le pouvoir de police
c'est pour ça que les communes ont voulu récupérer la propreté. C'est parce que les communes ont le pouvoir de police. Et donc, en ayant le pouvoir de police, vous pouvez verbaliser. Tandis que la métropole, c'est une institution qui est au service des communes. Et donc, cette institution-là, elle n'a pas le pouvoir de police. Donc, on peut très bien dire aux gens, ne jetez pas par terre, mais malheureusement, les gens, s'ils veulent jeter par terre, ils le font. Donc, c'est un travail en commun avec la commune. C'est ce qu'on appelle le bloc communal, d'ailleurs. Et donc, les communes qui ont récupéré la propreté et la voirie, ça se passe très bien. Regardez à Aix. Souvent, on cite Aix comme exemple. Ami politique, Sophie Joissaint, c'est ça le problème aussi de la métropole. Regardez à Martigues, alors regardez à Aubagne, regardez dans toutes les communes qui ont cette propreté, ça fonctionne parce que la commune, effectivement, elle peut verbaliser. Bon, et après, on peut faire aussi de la prévention. On peut expliquer aussi les choses. On n'est pas obligé de verbaliser tout de suite. Mais vous avez raison. À un moment, il faut verbaliser quand les personnes ne respectent pas l'espace public. Donc, oui, on doit progresser. Tout le monde peut progresser, mais surtout aussi, il faut derrière verbaliser dans le cas où c'est nécessaire pour pouvoir respecter l'espace public. Alors, je ne suis pas en train de dire c'est pas moi, c'est l'autre. Je suis en train de dire on travaille ensemble main dans la main. J'ai l'impression que ça fait quand même. C'est pas la première fois que moi je vous pose la question et chaque fois vous apportez, mais pas la première fois, je vous l'ai posée il y a de nombreuses années, depuis que vous êtes à la tête de la métropole, et vous apportez à chaque fois la même réponse et la situation ne s'améliore pas. C'est la faute de qui ? Est-ce que c'est la faute des employés municipaux qui font mal le job ? Est-ce que c'est la faute des Marseillais qui sont dégueulasses, qui jettent tout par terre sans prendre en considération le voisin d'à côté, et quel impact vous pouvez avoir sur eux, ne serait-ce que sur les employés municipaux. C'est vous la patronne. Alors, ce n'est pas les employés municipaux, puisque ce sont des employés métropolitains. Oui. Non, vous avez, non, mais par contre, après, à partir du mois de mars... Le diable se cache dans les détails, vous avez raison. Non. C'est tout le monde qui en est responsable. C'est pas une personne plus qu'une autre, c'est pas une institution plus qu'une autre. Il faut avoir un résultat. C'est le B à bas. On doit avoir une ville qui soit sécure, ça c'est clair, et on doit avoir une ville qui est propre. C'est pas parce qu'on a une grande ville qu'automatiquement on peut pas l'avoir propre. C'est pas vrai. Et donc ça, pour moi, si j'ai l'honneur de devenir maire de Marseille, je demanderai à ce que la propreté et la voirie soient affectées à la commune pour qu'on puisse résoudre ce problème en travaillant main dans la main avec la police municipale, pour faire respecter l'espace public. Donc je veux dire, plein de villes y arrivent, pourquoi pas nous ? Bien, mais effectivement, vous avez raison. Vous avez raison sur le principe, c'est-à-dire que si derrière vous n'avez pas le bâton, ça ne va pas marcher. Donc effectivement... Donc choc d'autorité, les PV vont tomber en tout cas, les PV, en ce moment, ils ne tombent pas beaucoup sur la ville. Avec vous, ça va changer. Vous avez... Mais moi, j'espère que je ne mettrai pas... Enfin, moi, je suis toujours optimiste. J'espère que j'en mettrai le moins possible. Mais quand vous voyez que la ville de Nice, ils mettent 2000 PV par an, nous, on en met 200 à Marseille. Donc, je pense qu'il y a une marge de progression. Après, bien entendu, c'est comme quand on a un enfant. Si on le laisse faire n'importe quoi, monter sur la table, après, il vous monte sur la tête. Donc, sur le principe, il faut établir les règles. Et puis, quand on aime sa ville, on la respecte. Donc, oui, ça sera aussi une de mes priorités, de pouvoir assurer la propreté sur cette ville. Et on va y arriver. On va y arriver parce que quand on aime sa ville, on la respecte. Récupérer la compétence de la voirie et de la propreté, oui. Est-ce que vous avez budgété, ça a un coût ? Alors, alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est en vérité la métropole qui a cette compétence et qui transfère le personnel et l'argent qui va avec. Donc, ce que la métropole paye aujourd'hui, le nombre de fonctionnaires qui s'occupent de la propreté, c'est-à-dire de balayeurs, eh bien, ça, il y a une masse salariale, il y a une case, cette case-là, hop, elle va partir à la ville. Donc la métropole va donner l'argent qu'elle donne aujourd'hui, elle va le donner. Ça s'appelle un transfert de compétences. Comment vous gérez à la ville. Comment vous gérez les employés territoriaux
donc éventuellement municipaux, si vous récupérez la compétence propreté au sein de la mairie, qui sont quand même compliqués. Enfin, on a pendant des années parlé de l'influence et de l'impact qu'avait au sein des employés municipaux le syndicat majoritaire FO. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué parce que le syndicat, il y a des bisbilles au syndicat, il est peut-être moins puissant qu'à une époque, mais on sent quand même qu'il y a une pression syndicale toujours très forte. Vous comptez mater, entre guillemets, si vous souhaitez les mater, pour faire en sorte que le travail soit plus efficient. De quelle façon? Moi, je respecte il y a la menace de la grève à chaque fois. Moi, je respecte les organisations syndicales. Bien sûr. Je le fais depuis 10 ans à la tête du département. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas à la tête de la ville de Marseille. Donc, le tout, ça s'appelle un dialogue social. Il faut les recevoir, il faut les écouter, il faut travailler ensemble et écouter leurs revendications. Quand c'est faisable, on le fait. Je pense qu'au département, les fonctionnaires territoriaux ne sont pas mécontents de ce qu'on a fait et de la façon dont on a travaillé dans le dialogue social. Et je ferai exactement la même chose. Vous savez, sur la ville, il n'y a pas de raison de faire différemment. Puis, excusez-moi, ça fait longtemps que c'est fini. Oui, c'est très bien que c'est oui, ah non, mais d'un point de vue formel. Enfin, bon. Ça, on a eu... là, au moins, les choses, elles sont claires. Aujourd'hui, grosse mobilisation sur la vérification des bien entendu, sur les 1635 heures moins la pénibilité qu'on a enlevée. Eh bien aujourd'hui, on est parfaitement dans les clous de la réglementation et de la législation. Donc le fini-parti, avec moi, ça a été terminé. On a eu, je vous rappelle, une grosse grève sur ça, mais là maintenant c'est fini. Et puis moi, je rends hommage à l'ensemble de ces agents qui sont aujourd'hui pointés et décriés. Parce qu'il faut faire des tournées avec eux, aussi bien à la benne que dans la rue. Donc, quand ils lèvent certains détritus, c'est tout à fait inacceptable. Donc, ils font bien leur travail. Et vous savez, je vais vous dire, c'est comme dans tous les métiers. Si vous n'avez pas des personnes qui contrôlent, eh bien c'est pareil, c'est comme sur l'espace public. Quand vous laissez aller, eh bien derrière, vous êtes obligé de verbaliser. Mais moi, les agents, en tout cas, du nettoiement, de la propreté et de la collecte, travaillent d'arrache-pied parce que eux, ce qu'ils veulent, ils sont au premier contact avec la population et ils ont envie aussi qu'on reconnaisse leur métier. Denis, on va changer de thématique, on va parler de l'habitat, compétences partagées, mais compétences ville, c'est un dossier fondamental. Métropolitaine surtout. Mais tous en mémoire ce qui s'est passé le 5 novembre 2018, compétences ville sur le traitement de l'habitat indigne. La municipalité, le printemps marseillais, d'ailleurs beaucoup pensent que ça a joué dans leur victoire aux dernières élections municipales, a eu une politique proactive contre le logement indigne. Est-ce que vous allez la poursuivre? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boosté les effectifs. Il y a eu un procès là, dernièrement qui a mis en évidence le fait que les services qui étaient en charge à la fois de surveiller et de gérer le traitement, ils étaient 3 ou 4. Alors j'ai plus le chiffre en tête. C'est possible. Mais bon, là ça a été multiplié par 10. Enfin, c'est surtout la métropole qui a fait un travail. Il y a des brigades qui ont été mises en place, qui surveillent. Avec la métropole. Je ne dis pas que le traitement de l'habitat indigne est complètement éradiqué, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits. Ça, c'est... pas nier. Oui, grâce à la métropole. Oui. Je m'excuse, je reviens, mais je suis désolée Thierry, mais à un moment, moi je veux bien que là, je parle des services municipaux. Non, mais je veux bien que la municipalité tire la couverture, elle, sur tous les projets que la métropole a fait, mais c'est quand même la métropole qui a pris le taureau par les cornes, qui a créé la SPLAIN, qui réhabilite la totalité du centre-ville. C'est quand même Euroméditerranée qui a agrandi son périmètre pour justement s'occuper de l'habitat indigne. C'est quand même nous qui avons mis en place le permis de louer. Donc bon, moi je veux bien, mais c'est pas grave. L'important c'est le résultat. Aujourd'hui, moi ça ne me donne pas satisfaction encore, parce qu'aujourd'hui, vous avez des tas de Marseillaises et des Marseillais qui ne peuvent pas se loger. Vous avez une demande d'augmentation de logement social qui est de 10 000 €. Mais bien sûr, quand vous avez un quartier comme la Belle de Mai, où à l'intérieur de la Belle de Mai, vous avez des marchands de sommeil, vous avez de l'occupation illicite, vous avez des trafiquants de drogue à tous les angles de rue, vous ne pensez pas qu'on peut faire mieux? Et vous pensez que c'est normal d'avoir laissé pendant 6 années
ce quartier partir en vrille complet et dans lequel on peut même, des sociétés comme Orange sont obligées de partir parce que ils se retrouvent avec des balles, des emplettes de balles sur leur vitrine. Vous pensez que véritablement la municipalité, en arrêtant les permis de construire sous ce qu'a fait l'égérie de l'époque, Mathilde de Chaboche, qui après s'est fait exécuter. Le préfet est monté au créneau, Benoît Payan lui a enlevé la délégation. Il a exécuté Mathilde de Chaboche, comme il a exécuté d'ailleurs Madame Rubirola, qui avait quand même gagné l'élection, je vous rappelle quand même, entre deux. Mais et vous trouvez que le fait d'avoir arrêté les permis de construire, ça a été une bonne chose. Il y a eu une cassure complète de toute la chaîne. Vous entendez aujourd'hui le BTP. Heureusement qu'il y a eu des collectivités comme la région, la métropole, le département pour investir et permettre aux entreprises de pouvoir construire et demander aux promoteurs aujourd'hui... le nombre de logements sociaux. On nous dit qu'il y en a 10 000 en plus, nécessaires en plus, encore plus. Voilà. Et donc, ces 10 000-là, vous allez les construire? Vous engagez à... Il va falloir, bien entendu, faire du logement accessible à tous. Et je vous dis, quand vous avez... Aujourd'hui, on va avoir la gare Saint-Charles en 2030 qui va permettre d'avoir les lignes TGV qui vont traverser et au-dessus les lignes TER. Et une gare qui va s'ouvrir à 360 degrés. Elle va s'ouvrir sur le quartier le plus pauvre d'Europe, la Belle de Mai. Non, avec le bord national. Et oui, c'est le quartier le plus pauvre d'Europe. Il est quantifié comme ça, malheureusement. Mais la municipalité de Marseille n'a rien fait dans ce quartier-là. Donc, vous savez, à un moment, je veux dire, c'est bien beau de faire de la politique politicienne, c'est bien beau de faire de la politique fiction. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, à la tête du département, on a refait tous les collèges, on a aidé toutes les communes, on a investi, on a changé ce territoire. À la tête de la métropole, on a fait de la mobilité notre priorité, on a mis des transports en commun accessible à tout le monde. On est en train de mailler complètement ce territoire. On va continuer à le mailler parce que la mobilité est aussi une des priorités. Donc, moi, je veux bien tout, mais à un moment, on ne peut pas simplement dire « je veux m'asseoir dans le fauteuil ». Il faut proposer ce que l'on fait. Et moi, là où je suis contente, c'est qu'aujourd'hui, on a enfin des candidats qui vont pouvoir nous exposer leurs projets et peut-être qu'on va pouvoir parler de fond plutôt que de parler de caniveau. Alors justement, deux questions à propos du logement. Enfin, la première, quelle est votre grande priorité pour la ville de Marseille? C'est une question de César Nicolini. Et la deuxième, c'est comment vous comptez lutter contre le logement insalubre, indigne à Marseille? Bien, ce que je viens de vous dire, avec les outils que nous avons mis en place, avec Euroméditerranée, avec la SPLIN, on récupère les bâtiments, on les réhabilite, on les reconstruit. Et donc, et ce quartier total de la Belle de Mai, il faut complètement le refondre, comme ça avait été fait sur le Rouet, comme ça a été fait sur Cantigny. Ce sont des endroits qu'il faut refaire de A à Z. Voilà. Mais ça, pour ça, il faut pas arrêter de dire on arrête tout et on repart à zéro. Il faut surtout qu'on puisse permettre à chacun et à chacune d'avoir un toit sur la tête. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, après le Covid, on a eu effectivement une attractivité supplémentaire. Beaucoup de gens du Nord sont venus dans le Sud, ont acheté et donc des habitations. Le prix du mètre carré a beaucoup augmenté et les Marseillaises et les Marseillais ne peuvent plus se loger. Et en plus, non seulement ils ne peuvent plus se loger, mais ceux qui se logent, ils se font assassiner au niveau de la taxe foncière. Donc je crois qu'à un moment, il faut arrêter tout ça. Il faut même tout faire pour baisser les impôts, parce qu'il faut que cette taxe foncière, elle soit moins lourde à payer pour les ménages, et que surtout, on puisse avoir la possibilité de se loger. Alors, la municipalité a juste la possibilité de baisser les taux. Hein. Les taux, oui, bien sûr. C'est une compétence régalienne, donc les collectivités locales n'ont pas la main sur l'impôt, mais vous pouvez jouer sur les taux. Vous allez les baisser, ces taux? Vous savez, quand je vais tout faire pour les baisser. Les Marseillais vont payer moins d'impôts si vous êtes élu. Si je suis élu, ils paieront, en tout cas, c'est sûr qu'ils ne paieront pas plus d'impôts, ça c'est sûr, mais je ferai tout pour baisser les impôts. Parce qu'à un moment, ça suffit. Et si on veut avoir une ville attractive, où tout le monde puisse rester, eh bien, il faut que cette ville, on puisse s'y loger. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus les moyens de s'y loger. Voilà, donc il faut faire de la construction sur des endroits qui le méritent et où c'est nécessaire. Et il faut surtout permettre à chacun de pouvoir avoir un toit sur la tête. C'est la deuxième préoccupation de nos habitants.
Un mot sur les écoles. Il reste 7-8 minutes d'émission, donc c'est quasiment terminé. Un mot sur les écoles. Alors, les écoles, il y a plusieurs phases de rénovation grâce à l'argent des collectivités locales et de l'État. C'est le plan Marseille en grand qui a été proposé par Emmanuel Macron. Alors au départ, juste un mot sur le départ de Marseille en grand. Emmanuel Macron, il motive cet apport d'argent pour la ville de Marseille en disant qu'il faut que la deuxième ville de France rattrape le retard perdu. Mais le retard perdu, c'est 4 mandats de Jean-Claude Gaudin. Alors, évidemment, il y a M. Vigourou et M. Daupher avant, mais les 4 derniers, c'est Jean-Claude Gaudin. Est-ce que vous estimez porter une certaine forme de responsabilité par rapport au retard qu'a pris Marseille? Parce que vous étiez une proche de Jean-Claude Gaudin. Alors, c'était pas vous la maire de Marseille. Mais bon. Mais franchement, moi, je suis très déçue du mandat de Benoît Payan. Enfin, Mme Brebis-Rolla, mais elle n'est pas restée longtemps, mais surtout de monsieur. Il avait tout pour réussir. Il avait l'appui de l'État, il avait cette vague du printemps marseillais qui créait cet espoir. Il a tout loupé. Il a tout arrêté. L'insécurité a monté. Pas les écoles, hein? Les écoles, il en a fait 9 au lieu d'en faire 88, comme il l'avait annoncé. 10 en 2024, 4 en 2025, 14 début 2026. Oui, bon, bien sûr. Mais ça, c'est compliqué de construire une école, les appels d'offres, tout ça. Il y a des temps qui sont incompressibles, ça ne peut pas se régler d'un coup de baguette. Merci, M. Bézère, de le souligner. Mais moi, je vous invite simplement à aller sur le site de Marseille en grand et vous regarderez sur école. Il y en a 9 qui ont été faites. Parce que si vous comptez celle qui avait été lancée par l'équipe de Jean-Claude Gaudin, si vous comptez celle qui est par exemple faite par la région dans la cité Jacques Chirac, tout ça, vous pouvez agrémenter. Mais allez simplement sur le site Marseille en grand et vous verrez qu'il y en a 9 qui ont été faites. Donc les leçons, c'est bien beau, mais ce qui est dommage, c'est qu'il a raté son mandat parce qu'il n'a pas saisi cette opportunité de faire les choses tout de suite. Vous avez raison, vous l'avez dit vous-même, il faut du temps pour faire des écoles, il faut du temps pour les réhabiliter. Mais en tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que ça sera une de mes priorités. Les écoles. En parlant de les écoles, parce que donner à nos enfants l'éducation, c'est fondamental. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Laquelle? J'en avais posé deux. Je m'excuse, j'en ai oublié une. C'était quelle est votre grande priorité pour Marseille, justement? La sécurité, en premier lieu. La propreté, en deuxième lieu. La troisième, ça va être le logement. La quatrième, ce sera l'économie, parce que c'est important aussi de pouvoir permettre à chacun d'avoir un travail. Et puis derrière, bien, c'est aussi de s'occuper du littoral, parce qu'on a une chance fabuleuse d'avoir ces 57 km de côte. Et ces 57 km de côte, avec un grand port à l'intérieur, eh bien, il faut tout faire pour que ce littoral apporte de la richesse à la ville et surtout soit développé pour que de Corbière au Goudes, on puisse pouvoir avoir des espaces pour pouvoir s'y baigner, pour pouvoir y passer un moment, pour le mettre en avant. Donc oui, c'est pas beaucoup de priorités. Il n'y aura pas énormément de projets parce que le mandat est court, hein. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est commencer dès le lendemain matin, surtout à s'occuper des préoccupations des Marseillaises et des Marseillais. Il y a une préoccupation encore, je suis désolée. Oui, non, juste une dernière question. On parlait de logement, on parlait justement du post-Covid. Une question sur les Airbnb qui empêchent les Marseillais justement de se loger. Comment vous allez lutter également contre... encadrer, je ne sais pas. Oui, mais c'est déjà fait, donc c'est déjà encadré, comme beaucoup de communes à beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, la municipalité a souhaité que l'on diminue le nombre de journées, de possibilités pour les privés de mettre en location leur logement. Ils ont voulu passer de 120 jours à 90 jours. Donc ça, à part d'enlever de l'argent aux propriétaires qui souhaitaient louer son bien pendant quelques mois, je ne vois pas l'avantage. Donc moi, je remonterai à 120 jours pour les propriétaires qui souhaitent le faire, parce que ça vous permet d'arrondir vos fins de mois. Mais après, derrière, il faut travailler aussi avec les restaurants, avec les hôteliers. Il faut travailler sur des espaces. Il y a des espaces qui méritent peut-être un Airbnb. Il ne faut pas oublier non plus que le Airbnb permet aussi à certains d'améliorer leur fin de mois.
Maintenant, c'est l'objectif initial d'Airbnb qui a c'est été l'objectif largement initial dévoyé. qui a été dévoyé. Et donc, il faut revenir à l'objectif initial. Et après, il faut le réguler, comme il faut réguler aussi les créations de commerce sur certains espaces. Vous avez des fois dans des espaces, vous prenez par exemple entre le boulevard Baille et sur le Corliotto et le boulevard Salvatore, vous avez 7 marchands de sandwich, de vente à emporter. Moi, je veux bien, mais je ne suis pas sûre que tout le monde travaille dans les 7. Donc, il faut que la ville, elle puisse impérativement travailler sur son offre commerciale. Donc là, il faut commencer par le centre-ville, faire en sorte qu'il n'y ait pas un commerce sur 2 qui soit fermé. Et donc pour ça, il faut aller chercher des enseignes et il faut impérativement faire en sorte que dans le centre-ville, vous puissiez y venir en toute sécurité, en toute propreté, qu'il y ait des parkings accueillants. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de la métropole, en train de les récupérer pour offrir 2 heures gratuites et pour permettre aussi de venir faire ses courses en centre-ville en toute quiétude et en toute tranquillité. Et aussi d'avoir une vie nocturne. Mon cher Thierry. C'est très important, la vie nocturne. N'est-ce pas ? Histoire de bouger un petit peu son corps sous les boules à facettes, c'est absolument fondamental, entre autres. Hein. Non, je plaisante. 1 heure, hein, c'est vite passé. J'ai deux questions très très rapides, parce qu'on vraiment arrive au terme de cette émission. Si vous êtes élu maire de Marseille, quelle sera vraiment votre première décision ? La première. Première décision ? Ouais, la première. Lancer la formation pour les policiers municipaux. Première décision, ça sera ça. Ça sera la première décision et les appels d'offres pour la vidéoprotection. Deuxième question, on va faire de la politique fiction. Je suis désolé de terminer avec ça. Ça va vous agacer, agacer, mais j'aime pas la politique fiction. J'aime bien terminer les interviews en agaçant nos. C'est le premier, donc c'est le premier. Je plaisante. Si le Rassemblement national gagne cette ville, ce qui peut se passer, hein, comme vous pouvez gagner, comme Benoît Payan peut gagner, comme Sébastien Delogu peut gagner, mais si le Rassemblement national gagne cette ville, c'est quoi votre crainte si ça bascule à l'extrême droite ? Ça ne sera pas le cas parce que c'est moi qui vais la gagner. Très bien, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup, Martine Vassal. Merci à vous. Merci d'avoir répondu franchement à toutes les questions qu'on vous a posées. En tout cas, c'était très sympathique, votre nouveau format. On va recommencer. Avec plaisir. Peut-être pas avec moi. Non, peut-être pas avec vous, mais les 4 candidats à l'élection municipale de Marseille sont prévus. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions sur TikTok ? Oui, on a répondu à toutes les questions. Voilà, c'était le principal. Et les questions Facebook et toutes les questions qui ont été posées. Merci beaucoup. Merci Sidonie, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci. Je reviens quand vous voulez. Merci Thierry. Demain, tout à l'heure.